Salut, c'est Thomas Rozek. Nous sommes encore loin d'avoir fait le tour des conséquences en termes de prise de conscience et potentiellement de libération de la parole, comme on dit, des récentes révélations de l'actrice Adèle Haenel sur les agressions sexuelles qu'elle a subies lors de ses débuts dans le monde du cinéma. Révélations qui par ailleurs s'accompagnent d'un remarquable travail journalistique, 7 mois d'enquête pour notre consoeur Marine Turchi de Mediapart, parce qu'on ne peut se permettre d'être imprécis, d'être approximatif ou d'être flou sur ces sujets, et que c'est ce travail qui justement leur permet de voir le jour. Cette rigueur, on l'a trouvée déjà dans une affaire qui par bien des aspects est comparable, l'affaire Weinstein, lancée grâce aux témoignages des victimes des agressions répétées du producteur de cinéma Harvey Weinstein, dont les actrices Rose McGowan et Asia Argento. En grande partie, si l'affaire éclata, ce fut aussi grâce au travail d'un journaliste, un certain Ronan Farrow, dont l'histoire et l'étonnante personnalité sont au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. The evidence in this book, the documentation and paper trail of settlements, reveals that there were multiple arrangements to keep women quiet who had allegations against Matt Lauer years before this one that got him fired. Pour évoquer Ronan Farrow, j'ai fait appel à une voix que vous connaissez si vous suivez régulièrement ce podcast, la voix de mon confrère Lucas Armati, journaliste à Télérama, installé aux États-Unis et qui a creusé la vie et le parcours de Farrow sur lequel il a lui-même écrit. J'ai commencé par lui demander tout simplement d'où est-ce qu'il vient, Ronan Farrow. Ronan Farrow, il vient d'une famille parmi les plus célèbres des États-Unis. Sa mère, c'est Mia Farrow, la célèbre actrice de Rosemary's Baby. Son père, c'est Woody Allen. Donc, il a vraiment grandi et vécu dans un milieu assez privilégié, on va dire. En tout cas, vu de l'extérieur, parce que malgré tout, l'histoire de la famille est assez tourmentée. En tout cas, il vient de ce milieu entre New York et Hollywood. Et il a vécu avec sa mère, parce que ses parents se sont vite séparés. Il a vécu avec sa mère dans une sorte de grande famille recomposée, parce que Mia Farrow a eu 4 enfants. Elle en a adopté plusieurs autres. Donc, c'était une sorte de grande famille un peu bohème comme ça. Et lui, il est vraiment l'archétype un petit peu de ça, cet enfant un peu de l'enfant de la balle, quoi. Ça se voit d'ailleurs quand on le voit devant les caméras, sous les projecteurs. Il est d'un naturel vraiment désarmant. Il a vraiment l'habitude de ça, de ce milieu-là. Après, il est pas du tout, c'est pas un enfant de star décérébré. Bien au contraire, c'est une vraie tête, Ronan Farrow, et il a été très précoce dans ses études. Ouais. On peut vraiment dire que c'est un surdoué. Il a intégré l'université Bard à l'âge de 15 ans, a été admis à la faculté de droit de Yale, donc une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Il avait 16 ans, je crois, à peine. Il a passé le barreau de l'État de New York, il avait 21 ans. Donc on peut vraiment dire qu'il est très précoce, et de la vie de tous les gens qui l'ont rencontré, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement méthodique. Il n'a pas en tout cas utilisé sa célébrité pour frayer juste dans les soirées mondaines. Il a vraiment fait quelque chose de sa position, et voilà quoi. Il vient vraiment de ce milieu-là. Au-delà des paillettes et du glamour, il y a des éléments assez dramatiques, tu le disais, dans sa vie et dans sa jeunesse, notamment son rapport avec son père, qui s'est, on va dire, complexifié, voire a volé littéralement en éclats de manière presque publique, puisque ça s'est vu dans les journaux, tout a été étalé au vu au su de tout le monde. Ouais, tout à fait. Tout a commencé, si on peut dire, par Woody Allen, qui a commencé à avoir une relation avec Soon-Yi, qui était donc la fille adoptive de Mia Farrow, qui avait donc 35 ans de moins que Woody Allen. Aujourd'hui, ils sont mariés, mais ça a fait vraiment éclater la cellule familiale, et s'est rajouté à cette histoire les accusations de la sœur de Ronan, qui s'appelle Dylan, et qui accuse donc le réalisateur Woody Allen, donc son père, de l'avoir agressée sexuellement quand elle avait 7 ans. Donc à partir de là, vraiment, le noyau familial a explosé, et Ronan Farrow a pris le parti de sa mère de manière vraiment très claire et déterminée. D'ailleurs, ce qu'on peut même remarquer, c'est que Ronan Farrow ne s'appelle pas Ronan Farrow. Son vrai nom, c'est Satchel Ronan Farrow. Et donc, quand il était gamin, on l'appelait Satchel, mais c'était un prénom qu'avait choisi son père, Woody Allen. Et pour bien montrer sa prise de distance avec son père, il a décidé de changer de prénom et de prendre son deuxième prénom. Donc c'est un détail, mais c'est un détail quand même signifiant.
Et en effet, ça a été très très compliqué dans la famille. Quasiment tous les enfants, sauf un, ont pris le parti de Dylan et donc de Mia Farrow contre Woody Allen. Il ne le voit plus du tout, son père. Il a un rapport parfois, il est très actif sur les réseaux sociaux, Ronan Farrow. Parfois, il en parle de son père. Je me rappelle d'un tweet qu'il avait fait il y a quelques temps. C'était pour la fête des pères. Et il avait eu ce tweet un petit peu assassin en disant bonne fête des pères à tous, ou comme on me le dit dans ma famille, bonne fête aux beaux-frères. Donc voilà, c'est une histoire familiale très compliquée. Et en effet, comme c'était souligné, ça a été très public, puisque Ronan, au début, était un petit peu gêné. Il le dit lui-même dans plusieurs interviews, était un peu gêné par cette histoire d'agression sexuelle contre son père émise par sa sœur. Et donc, il prenait pas parti, en tout cas publiquement. Mais en fait, il l'a fait de manière très forte. Il a co-signé une tribune dans The Hollywood Reporter il y a quelques années pour dénoncer le silence des médias qui couvrent l'actualité cinématographique et même plus largement quand il rencontre Woody Allen. Aucune question ne lui était posée sur ces accusations et il a dénoncé ça de manière très, très publique. Et là, depuis le travail qu'il a effectué autour de Harvey Weinstein, il a redit à plusieurs occasions qu'il soutenait sa sœur, que ce qui s'était passé dans sa famille lui avait permis de mieux comprendre les dynamiques qui peuvent se mettre en place autour de la parole des victimes, comment cette parole peut être fragile, comment on donne toujours plus de poids à la parole des accusés plutôt que des gens qui se disent victimes, comment tous ces process se mettent en place. Et il a aussi souligné quelque chose que moi j'ai trouvé très intéressant. Il a dit qu'il avait vu pendant toutes ces années la machine de guerre autour de Woody Allen et notamment ses attachés de presse et ses agences de com essayer de détruire la crédibilité de sa sœur Dylan et de ses accusations. Et il dit, moi ça m'a exactement rappelé et du coup il avait une connaissance assez particulière de ces méthodes-là. Il disait, moi ça m'a particulièrement rappelé tout ce qu'avait mis en place le producteur Harvey Weinstein pour faire taire ses victimes pendant de nombreuses années. Ce passé, nécessairement, il a une influence sur le personnage public qui est devenu Ronan Farrow ces dernières années, même si on pourrait avancer qu'il a été dès sa naissance un personnage public, ou en tout cas un personnage placé dans l'œil du public par une presse très curieuse de savoir ce qu'il se passait vraiment dans l'étrange famille Farrow-Allen. Il en parle lui-même assez facilement, il l'a notamment fait dans une longue interview à la radio publique américaine, la NPR, avec la journaliste Terry Gross, à laquelle il a raconté le décor étonnant de ses jeunes années. Les médias étaient assez intrusifs durant mon enfance. Il y a eu des périodes où je devais slalomer dans une foule de paparazzi pour aller à l'école. Les médias planaient au-dessus de nous, littéralement parfois, en hélicoptère. Et avec eux, aussi, comme on l'a découvert, des détectives privés embauchés par un monsieur très riche, Woody Allen, pour fouiller dans nos poubelles, trouver de quoi salir ma famille, traiter ma mère de folle, expliquer que notre genre de famille était dingue ou n'était tout simplement pas une famille, tout en défendant le fait qu'il avait eu des relations sexuelles avec plusieurs de mes sœurs, en expliquant qu'après tout, c'était une communauté de gens adoptés et donc que ça ne comptait pas vraiment. C'était ce qu'il insinuait. C'est ce qu'il continue à insinuer. Donc oui, c'est à plein d'égards une enfance douloureuse et tumultueuse, mais je me sens également extrêmement chanceux. Vous savez, j'ai été élevé avec un sens extraordinaire du service public, par une mère célibataire qui a résisté à tout ça et qui a pour principe de soutenir et de défendre ses enfants. Ce qui, en plus, fait que je ne suis pas totalement insupportable. C'est parce que j'ai passé la majeure partie de mon enfance ni à New York, ni à Los Angeles, mais plus ou moins reclus dans la campagne du Connecticut, dans une ferme avec plein de poules, ce qui, à mon sens, aide à garder les pieds sur terre. Détail supplémentaire, anecdotique sans doute, qui ajoute au caractère glamour du personnage, le fait que depuis des années se balade la rumeur persistante que son père biologique ne serait pas Woody Allen, mais bien le crooner et sex symbole Frank Sinatra. Et c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance physique quand même. Il ressemble énormément à Frank Sinatra, peut-être plus qu'à Woody Allen, même si bon, c'est des projections. Mia Farrow a été mariée à Sinatra entre 66 et 68, je crois. Et après, elle dit avoir entretenu une relation avec lui. Ouais, qui ne se sont jamais vraiment séparés. Ils se sont jamais vraiment quittés. Donc en effet, il y a ce doute-là qui persiste, même si
la famille de Sinatra, qui considère malgré tout Ronan Farrow comme l'un des siens, mais elle a été très claire en parlant d'une opération une vasectomie que Frank Sinatra aurait subi des années avant la possible conception de Ronan. Donc voilà, ça relève plutôt du mythe ou de la légende que de la vérité, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui continue à entourer Ronan Farrow et qui continue parfois à en faire mention, encore une fois sur les réseaux sociaux où il est particulièrement actif. Oui, il avait notamment dit que quelque part nous étions tous possiblement les enfants de Frank Sinatra. C'était une de ses sorties qui était pas mal. Rapport au passé un petit peu de séducteur de Frank Sinatra, oui. Si on en revient à l'affaire Weinstein, justement, comment est-ce que lui se retrouve, alors qu'il n'est pas destiné à être journaliste, il n'a pas cette formation-là, et c'est pas le parcours de vie qu'il a nécessairement choisi, comment il se retrouve à incarner justement une forme de journalisme d'investigation jusqu'à récolter, en tout cas pour son journal, parce que c'est le New Yorker qui l'a récolté, le prix Pulitzer, qui est la plus haute distinction qu'on peut recevoir dans le journalisme américain. Comment il se retrouve, lui, à suivre ce chemin-là ? Il a en effet pas une formation de journaliste à la base. Ceci dit, il a quand même assez vite commencé à travailler vers le journalisme, parce que même s'il a commencé en fait en sortant de ses études de droit, il a commencé à travailler dans la diplomatie et dans le monde politique. Il a bossé à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il a été dans l'équipe de Richard Holbrooke, qui était un diplomate assez connu aux États-Unis. Il a fait partie de l'équipe d'Hillary Clinton. C'était son conseiller jeunesse en 2011 quand elle était secrétaire d'État, exactement. Donc il était plutôt parti dans cette optique-là de travailler dans le champ politique et diplomatique. Ceci dit, le journalisme l'a toujours intéressé. Il a écrit un premier bouquin sur la diplomatie, puis il a eu une émission sur MSNBC qui n'a pas très bien marché, puis NBC lui a redonné une autre émission qui s'appelait Undercovered with Ronan Farrow, et dans ces émissions-là, il faisait des reportages sur des sujets de société. Et il a rencontré Rose McGowan à cette occasion-là, qui est une des actrices principales accusatrices d'Harvey Weinstein et qui a parlé à Ronan Farrow de cette histoire-là. Donc Ronan Farrow a commencé à travailler sur cette histoire pour la chaîne NBC, et je pense, d'ailleurs il le dit lui-même, que son statut d'enfant star lui a ouvert beaucoup de portes et lui a permis de contacter directement beaucoup d'actrices, par exemple, assez facilement, alors qu'un journaliste lambda aurait peut-être mis plus de temps à les avoir au téléphone ou à pouvoir les rencontrer. Ceci dit, ça n'a pas du tout été facile pour lui, je veux dire, cette enquête. Ça lui a pris, je crois, 10 mois pour la sortir, et ça a été 10 mois très très intenses et très difficiles. Il en a passé 7 ou 8 pour le compte de NBC, et NBC, en fait, à chaque fois qu'il revenait avec des nouveaux témoignages ou avec des nouveaux éléments, c'est ce qu'il raconte, ses patrons étaient très très réticents à sortir cette enquête sur Harvey Weinstein. Lui, aujourd'hui, soutient que en fait NBC ne voulait pas sortir cette affaire et a tout fait pour l'enterrer. À un moment, il se trouve que il part de NBC pour ensuite aller proposer son enquête, qui était déjà quand même pas mal avancée, à magazine New Yorker, magazine de la presse écrite américain. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Une sorte de concours de circonstances qui l'ont amené à travailler sur ces sujets. Il dit en tout cas avoir tout le temps été, enfin si il s'est dirigé vers le journalisme, c'est pour, il le dit lui-même, vraiment enquêter sur les abus de pouvoir. C'est ça qui l'intéresse, et Harvey Weinstein était l'incarnation presque parfaite des abus de pouvoir, puisque au-delà des accusations d'agression et de viol, c'est aussi toute une machine pour faire taire les victimes, pour faire peur aux journalistes. Et donc c'est vraiment comment cet homme, pendant des années, a utilisé ses relations, son influence, son argent, parce qu'il avait employé des firmes, des compagnies très très chères pour faire ce travail-là. Tout ça dans l'objectif que jamais ne sortent ces affaires-là. Ce travail d'enquête, avant de le raconter aujourd'hui dans son livre Catch and Kill, Les faire taire en français, Ronan Farrow en a tout de suite fait le récit. Il l'a intégré à ses révélations pour faire comprendre pourquoi l'affaire Weinstein avait mis tant de temps à sortir. Au passage, il décrit les menaces, les pressions qu'il a subies, des manœuvres qu'on jurerait sorties d'un film noir à l'ancienne. Il en a parlé tout récemment dans le Late Show, une institution de la télé américaine animée désormais par Stephen Colbert, qui notamment lui a demandé si la sensation de danger qui avait pesé sur Farrow durant toute l'enquête était due à de la paranoïa ou à des menaces concrètes.
Je pense que c'était un peu des deux. J'étais en permanence sur mes gardes et je croisais souvent les mêmes têtes. Je voyais la même voiture garée devant chez moi. Sur le moment, je ne savais pas si je n'étais pas en train de devenir dingue. Mais j'ai finalement pu remonter le fil de ces appels bizarres que je recevais. Des appels menaçants, des textos étranges, des trucs comme ça. Ça a l'air complètement délirant, mais dites-vous bien que cette histoire, et j'en ai la preuve formelle, implique un espion russe et un espion ukrainien qui, tous les deux, faisaient des planques devant chez moi et me suivaient partout. À un moment, ils ont même réussi à me tracer grâce au GPS de mon téléphone. Alors que j'essayais de faire sortir secrètement l'histoire par le New Yorker après que NBC ait refusé de la diffuser, eux, pendant ce temps-là, recevaient ma position en temps réel. Et puis à un moment, une source m'appelle, en se faisant appeler par le nom de code Axiom, et me dit « Je suis dans la surveillance, remontez la rue pendant plusieurs blocs, entrez dans ce resto, puis dans cet autre resto. » Et c'est là qu'elle me montre toutes ces photos de moi prises en filature. Par certains aspects, tout ça était complètement absurde. Par exemple, ces deux espions, c'était un peu Dupont et Dupont. Ils ont quand même suivi le mauvais mec pendant 3 jours, juste parce qu'il était blond comme moi. Certes, c'est une histoire extrêmement sombre, une histoire de crime, de dissimulation, de système de protection mutuelle entre puissants, mais c'est aussi l'histoire de courageux lanceurs d'alerte qui ont osé parler. Si j'ai pu découvrir toute cette histoire d'espionnage, c'est parce que différentes sources à l'intérieur même du dispositif se sont dressées et ont dit « Cette affaire me pèse sur la conscience, ça doit s'arrêter, la presse doit être libre dans ce pays, les journalistes n'ont pas à être menacés ». Et je pense que ça va continuer. Je pense que d'autres lanceurs d'alerte viendront, que les journalistes enquêteront encore. Rien que la façon dont mes confrères et consoeurs s'unissent autour de ce livre. Ça me bouleverse et ça me donne l'espoir que la presse indépendante est saine et sauve. Cette dernière sortie sur l'état de la presse américaine, elle résume bien la position qu'occupe Farrow aujourd'hui dans le paysage public américain. Il est LE journaliste, celui par qui le scandale éclate, alors même que son article sur l'affaire Weinstein est intervenu en réalité quelques jours après un premier papier dans le New York Times révélant les accusations. Et c'est quand même lui qui incarne la vérité sur cette affaire. Alors c'est vrai qu'il a un petit peu supplanté les deux journalistes qui ont sorti en premier l'affaire dans le New York Times, même si elles ont aussi reçu le prix Pulitzer en même temps que Ronan Farrow. Ce qu'il y a, c'est que le premier papier que les deux journalistes du New York Times ont sorti était un papier sur le témoignage des victimes d'Harvey Weinstein, et Ronan Farrow lui a sorti 3 papiers coup sur coup dans les semaines suivantes, qui parlaient évidemment de ces témoignages, mais il est allé plus loin, si on peut dire, un petit peu plus rapidement, en justement racontant comment ça se faisait que toutes ces affaires n'étaient pas sorties pendant toutes ces années. Et il y a notamment un de ces papiers, de ce triptyque qui a fait beaucoup parler de lui, qui était un papier qui racontait comment Harvey Weinstein avait en effet fait appel à une entreprise qui s'appelle Black Cube, et qui est une entreprise composée d'anciens apparemment agents secrets du Mossad, qui ont des méthodes particulières pour étouffer les affaires et faire peur aux personnes qui pourraient parler, et décourager les journalistes qui voudraient s'aventurer sur ce terrain-là. Donc ça a été vraiment le petit plus que Ronan Farrow a apporté médiatiquement parlant. Et puis c'est vrai que quelque part, la tension médiatique aurait été énorme autour de ces affaires, mais que le fils de Woody Allen, lui-même accusé d'agression sexuelle, sorte cette affaire, ça a évidemment attiré énormément l'attention des médias. Son parcours à lui a aussi joué dans le fait qu'on parle peut-être un petit peu plus de Ronan Farrow que des deux journalistes, Jodie Counter et Megan Tolley du New York Times. Oui, le storytelling était presque parfait dans l'affaire. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Ronan Farrow ne s'est pas arrêté là. Il a continué d'enquêter sur des dossiers qui peuvent ressembler par certains aspects à l'affaire Weinstein. Oui, tout à fait. Il a continué à travailler sur ces dossiers-là. Et une fois qu'il a commencé, c'est une sorte de cercle vertueux, si vous voulez. Les lanceurs d'alerte se tournent naturellement vers lui. D'ailleurs, sur son profil Twitter, pendant longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il laissait son adresse mail, il donnait son adresse mail à tout le monde pour qu'on puisse lui envoyer des infos si les gens en avaient. Donc il était très preneur d'informations sur ces sujets-là, ce qui lui a permis de sortir des affaires sur plusieurs personnalités. Encore dans le monde des médias, par exemple, il y a eu le président de la chaîne CBS, Les Moons, oui, qui a dû démissionner suite à des articles de Ronan Farrow qui racontaient les accusations d'agression sexuelle. Il y a eu le procureur général de l'État de New York,
Eric Schneiderman, pareil, qui a dû démissionner suite aux articles de Ronan Farrow. Récemment, Ronan Farrow, il a sorti un article un petit peu dans le sillage du scandale Jeffrey Epstein, qui était ce milliardaire accusé de trafic de jeunes filles qui s'est suicidé dans sa prison. Mais il a sorti un volet de cette affaire-là qui concerne le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Donc il a continué en effet à creuser le sillon, et avec à chaque fois des affaires qui ont énormément fait parler et qui ont eu des conséquences directes. La plupart des personnes ont dû démissionner de leur poste. Il y a des enquêtes qui sont en cours pour la plupart de ces affaires. Est-ce qu'il incarne un nouveau visage ou une nouvelle manière de faire dans le journalisme américain ? Comment est-ce qu'il est perçu par la profession des journalistes ? Je ne sais pas s'il incarne un nouveau visage. En tout cas, il a le visage parfait du journalisme comme on peut se l'imaginer, à la fois rigoureux, méthodique, avec des enquêtes quand même qui lui prennent des semaines et des semaines de travail. Donc elles sont béton, ces enquêtes. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont hyper carrées, et en même temps, il passe très bien à la télé. Il est à chaque fois soutenu par un plan com vraiment hyper efficace. Il est sur tous les plateaux des late shows, il est dans les bonnes émissions télé sur les chaînes d'infos. C'est un très bon client. Ça explique aussi sa renommée et le fait qu'il soit aussi présent dans l'espace médiatique américain en ce moment. Là, il a sorti récemment son livre. En une semaine, il en a vendu 100 000 exemplaires. Évidemment, c'est parce que le contenu est excellent. C'est aussi parce que la campagne de pub qui accompagne Ronan Farrow est aussi très efficace. Je ne sais pas s'il incarne un nouveau journalisme. En tout cas, il sait utiliser les outils aujourd'hui qui vont permettre à ses enquêtes et à son travail d'atteindre le maximum de personnes. Et désormais, la presse bruise de rumeurs persistantes qui prêtent à Ronan Farrow des ambitions politiques. Lui qui, on l'a vu, a fréquenté les arcanes du pouvoir, on l'imagine déjà aspirant à des fonctions électives au sein d'une famille démocrate en pleine recomposition. Alors pour le moment, il s'est bien gardé d'en dire quoi que ce soit. Merci à Lucas Armati pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.